Chapitre 9. Un débat mouvementé. Au fur et à mesure que James s'habituait à la routine de l'école, le temps s'accéléra, sans même qu'il en prenne conscience. Zane continuait à exceller au Quidditch. James continuait à éprouver des sentiments ambivalents quant au succès de son ami. S'il ressentait toujours un élan de jalousie en entendant la foule acclamer un coup particulièrement brillant de Zane frappant un soifle, il ne pouvait aussi s'empêcher de sourire devant l'enthousiasme de l'Américain, la passion qu'il mettait à jouer, marquer des buts et partager avec les autres serres d'aigle une camaraderie d'équipe. De plus, James prenait de plus en plus confiance en lui sur un ballet. Très souvent, le soir après les cours, il s'entraînait avec Zane sur le terrain de Quidditch, abordant sa technique et différents trucs de joueur. Zane ne lui ménageait pas ses encouragements et affirmait qu'il était certain que James, l'an prochain, serait admis dans l'équipe Gryffondor. « Et si c'est le cas, je devrais cesser de m'entraîner avec toi et de te montrer ma façon de jouer, » dit Zane. Il volait près de James et devait hurler pour se faire entendre. « Pas question de fricoter avec l'ennemi !» Comme d'habitude, James ne savait pas trop si l'Américain plaisantait ou pas. S'il appréciait d'être meilleur sur un ballet, il était aussi surpris de découvrir qu'il aimait le football. Tina Curry avait divisé toutes ses années en équipes et organisé des jeux interclasses. La plupart des élèves avaient compris le principe du jeu et, aimant la compétition, ils s'efforçaient de rendre chaque rencontre intéressante. De temps à autre, un élève oubliait que le sport moldu était censé être non magique et cherchait désespérément dans sa poche sa baguette. D'autres pointaient simplement la main sur le ballon et hurlaient quelque chose comme « Actio football !», ce qui provoquait l'hilarité générale et une pause dans le match. Une autre fois, une fille de Pouf-Souffle dans le feu de l'action oublia la règle la plus basique. Elle empoigna le ballon à pleine main avant de charger et de traverser tout le terrain comme si elle jouait au rugby. James dut admettre, un peu à contre-cœur, que le professeur Curry avait vu juste à son sujet. Il avait le don naturel de contrôler la balle du bout de ses chaussures de sport tout en courant en zigzag sur le terrain. Il était l'un des meilleurs joueurs. Et quant au but marqué, il avait le second score derrière Sabrina Hildegard. Comme Zane, elle était née moldue, mais contrairement à l'Américain, elle avait déjà joué dans des ligues juniors chez les moldus étant enfant. De plus, elle avait 4 ans de plus que James et ses shoots étaient fulgurants. James et Ralph ne se parlaient toujours pas. Pour James, la colère initiale et le ressentiment s'étaient transformés en un éloignement buté. Quelque part, il savait qu'il aurait dû pardonner à Ralph, et même s'excuser de sa violente attaque verbale ce jour-là, dans la grande salle. Il savait aussi que s'il avait gardé son calme, Ralph aurait fini par admettre son erreur, sans suivre les autres Serpentards. Tout au contraire, désormais, Ralph trouvait qu'il était de son devoir de supporter sa maison, ainsi que le mouvement du progrès. Bien sûr, ses efforts étaient plutôt mornes. Aussi, James trouvait-il difficile de rester en colère contre lui. Ralph portait les badges avec assiduité et se rendait régulièrement aux réunions du club de débat, mais il agissait comme un automate, programmé pour obéir. Selon James, une telle attitude devait être plus négative que positive. Quand un des Serpentards lui adressait la parole, Ralph sursautait et répondait une banalité avant de retomber le plus vite possible dans son apathie. James souffrait un peu de le voir comme ça, mais pas suffisamment pour changer d'attitude envers lui. Quand il se trouvait seul le soir dans sa chambre, ou bien au calme, dans un coin de la bibliothèque, il prenait le temps d'étudier le poème que lui et Zane avaient vu sur la porte de la caverne du secret. Avec l'aide de l'Américain, James avait noté ce qui restait gravé dans sa mémoire, et il était quasiment certain de ne pas s'être trompé. Et pourtant, il n'en comprenait pas la signification. La seule chose qui lui paraissait claire étaient les 2 premières lignes, rappelant que la caverne du secret n'apparaissait qu'au clair de lune. Tout le reste était mystérieux. Il s'attardait souvent sur la ligne qui disait « Je quitterai enfin mon sommeil profond », en se demandant si c'était une référence à Merlin. Mais Merlin ne dormait pas. Il était mort. Aussi, ça n'avait pas le moindre sens. « À mon avis, » chuchota Zane un jour dans la bibliothèque, « ça ressemble à l'histoire de Rip Van Winkle.
celui qui dort un demi-siècle sous un arbre. Devant l'air éberlué de James, Zane dut lui raconter ce conte américain. Rip est un brave homme, affligé d'une épouse acariâtre. Un jour, il s'endort au pied d'un arbre après avoir rencontré d'étranges personnages. Quand il se réveille, il a vieilli de 50 ans et tout ce qu'il connaissait a disparu. James y réfléchit un moment. Ayant souvent entendu son père discuter avec d'autres aurores, il savait que la plupart de la mythologie moldue provenait de leurs très anciennes rencontres avec des sorciers ou des sorcières. Les traditions du monde magique avaient, au cours du temps, été transformées en contes de fées. Puis déformées et amplifiées, elles étaient devenues des légendes et des mythes. Peut-être, songea-t-il, cette histoire du très long sommeil d'un homme qui se réveillait un demi-siècle plus tard était-elle un écho chez les Moldus de l'histoire de Merlin. Mais ceci n'aidait ni James ni Zane à comprendre comment Merlin, mort depuis des siècles, pourrait revenir sur Terre. Et les deux garçons n'avaient pas davantage d'indices sur ceux qui s'étaient impliqués dans ce complot. La nuit, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, ils se retrouvaient souvent à ressasser le problème. Et à sa grande surprise, lui revenait alors sa conversation avec le portrait de Severus Rogue. Rogue avait affirmé qu'il surveillait James. Mais ce devait être une erreur, parce que James ne voyait pas comment Rogue pouvait le faire. À ce qu'il en savait, il n'y avait qu'un seul portrait de Rogue dans tout le château, et ce tableau se trouvait dans le bureau de la directrice. Comment alors pouvait-il surveiller James ? L'ancien Serpentard, d'après les parents de James, avait été un sorcier puissant et un génie en ce qui concernait les potions. Mais en quoi ces deux talents permettraient-ils à un seul portrait de surveiller tout le château ? Et pourtant, il croyait Rogue. Si l'ancien directeur avait affirmé qu'il le surveillait, il avait dû trouver le moyen de le faire. Mais comment ? Et ce fut seulement 2 semaines après cette conversation, alors que James y avait pensé encore et encore, qu'il fit une découverte surprenante. D'après Rogue, ainsi que le pensait tout le monde, y compris lui-même, James était comme son père. Tel père, tel fils, avait dit l'ancien sorcier en ricanant. Par contre, contrairement au reste du monde magique, Rogue ne semblait pas du tout considérer que c'était une bonne chose. Tandis que les feuilles des arbres du parc et de la forêt interdite jaunissaient et tombaient au fur et à mesure que l'automne s'installait, les badges bleus et rouges du mouvement du progrès annoncèrent soudain le premier débat de l'école. Ainsi que Ralph l'avait prédit, le thème était « Réévaluation de ce qui s'est passé. Vérité ou conspiration ?» Et comme si les mots n'étaient pas suffisants, les bannières et les tracts que les Serpentards affichèrent partout portaient un éclair en forme Z qui clignotait, ostensiblement. Zane, qui d'après Petra était plutôt doué dans une confrontation verbale, expliqua à James qu'un comité préliminaire avait discuté longtemps avant de tomber d'accord sur le thème du premier débat. Si Tabitha Corsica ne faisait pas partie de ce comité, sa complice, Philia Goyle, en était la présidente. Au final, expliqua Zane à James, cette réunion a été un parfait exemple de la démocratie en action. Tout le monde a discuté toute la nuit. Et finalement, c'est la présidente qui a tranché. L'Américain haussa les épaules d'un air las. James sentait son sang bouillir en regardant les tracts, les bannières, les badges, surtout ceux qui étaient barrés de cet éclair en Z, si suspect. Aussi, lorsqu'il découvrit Ralph sur une échelle, occupé à accrocher une nouvelle bannière au-dessus de la porte de technomancie, il craqua. « Ça m'étonne que tu aies besoin d'une échelle, Ralph !» aboya-t-il sous l'emprise d'un accès de rage. « Tu es devenu un si grand personnage auprès de Tabitha Corsica maintenant. Je ne vois pas la laisse qu'elle t'a mise autour du cou. » Zane, qui marchait à ses côtés, poussa un soupir et secoua la tête avant de s'engouffrer dans la classe. Ralph n'avait pas remarqué James avant qu'il ne lui parle. Il baissa les yeux, avec une expression à la fois surprise et blessée. « Et c'est censé vouloir dire quoi ?» demanda-t-il. « Je croyais que tu en aurais assez d'être une marionnette, » répondit James, qui regrettait déjà d'avoir ouvert la bouche. Il eut honte tout à coup, du désespoir affiché sur le visage de Ralph. Mais Ralph avait bien retenu sa leçon. « Ce sont les gens du ministère et les aurores qui tirent les ficelles des marionnettes, en abusant des craintes des esprits faibles pour maintenir une démagogie basée sur l'injustice et la ségrégation, » récita-t-il,
sans trop de conviction. Sans répondre, James leva les yeux au ciel et rentra lui aussi dans la salle de classe. Contrairement à son habitude, le professeur Jackson n'était pas à l'endroit habituel, derrière son bureau. Il s'installa aux côtés de Zane, au premier rang. Il mit un point d'honneur à plaisanter et rire avec quelques autres griffons d'or, assis non loin de lui. Il savait que Ralph le regardait depuis le couloir. Le plaisir que lui procura sa petite vengeance mesquine lui laissa un goût amer dans la bouche, mais il refusa de s'y attarder. Tout à coup, le silence tomba dans la salle. James leva les yeux et vit le professeur Jackson entrer, portant quelque chose sous le bras. L'objet était large, plat et protégé par du tissu. « Bonjour à tous », dit Jackson de son ton habituel. « J'ai noté vos devoirs de la semaine passée et je les ai laissés sur mon bureau. Monsieur Murdoch, voudriez-vous les distribuer, je vous prie. En général, c'est à peu près correct, mais je pense que la plupart d'entre vous devraient remercier le ciel que Poudlard ne soit pas plus exigeant sur le niveau requis aux examens. » Jackson posa délicatement son paquet sur le bureau. Lorsqu'il enleva le tissu, James remarqua qu'il s'agissait de 3 tableaux, plutôt petits. Aussitôt, il évoqua le portrait de Severus Rogue et son attention s'aiguisa. « Aujourd'hui, vous devrez prendre des notes, » dit le professeur. « Et je peux vous certifier que c'est important. » Il avait aligné les 3 peintures contre le tableau noir, appuyé sur la margelle où l'on déposait les craies. Le premier représentait un homme mince, au crâne chauve, portant de grosses lunettes rondes, qui lui donnaient l'air d'une chouette. Il clignait des yeux, en regardant la classe, avec une expression à la fois agitée et inquiète. On aurait pu croire qu'un élève risquait tout à coup de bondir vers lui en criant « Bouh !» Le tableau suivant était vide et représentait un salon, plutôt conventionnel. Quant au dernier, c'était le portrait d'un clown, absolument affreux, avec un visage plâtré de blanc et une large bouche sanglante au sourire peint. Le clown ricana comme un fou furieux en regardant les élèves, tout en agitant vers eux une petite canne au pommeau rond. Avec un frisson désagréable, James réalisa qu'il s'agissait en fait d'une représentation miniature de la tête du clown, avec un sourire encore plus factice et dément. Quand Murdoch eut terminé de distribuer les copies à chaque élève, il retourna s'asseoir à sa place. Il baissa les yeux sur son devoir. Sur la première page, d'une écriture parfaitement lisible, Jackson avait écrit « Passable, peut mieux faire, revoir la grammaire. » « Comme toujours, » dit Jackson, « toute question concernant vos devoirs devra m'être soumise par écrit. Et si vous voulez de plus amples explications, venez me voir dans mon bureau. Du moins, si vous vous souvenez de l'endroit où il se situe. Pour le moment, avançons. » Jackson se mit à arpenter l'espace devant le tableau, en agitant la main devant les 3 peintures. Comme je pense que la plupart d'entre vous s'en rappellent, lors de mon premier cours, nous avons eu une brève discussion, grâce à M. Walker. De derrière ses épais sourcils, le professeur jeta un coup d'œil dans la direction de Zane. Concernant la nature de l'art magique. Je vous avais expliqué que les intentions d'un artiste se gravent sur la toile par un procédé à la fois magique et psychokinésique, qui permet à la peinture de prendre l'apparence du mouvement et de la vie. Ce que nous obtenons en réalité est un dessin qui imite la vie, selon l'imagination de l'artiste créateur. Aujourd'hui, nous allons étudier diverses formes d'art qui illustrent ce même concept de façon différente. Pendant que le professeur parlait, on entendait dans la salle que le grincement fébrile des plumes prenant des notes, en essayant de suivre le rythme rapide de son débit. Comme d'habitude, Jackson arpentait la salle durant son monologue. Dans le monde magique, l'art de peindre a 2 aspects. Le premier ressemble à ce que j'ai illustré le premier jour, en version plus poussée. En clair, il s'agit d'une création imaginaire que l'artiste invente à son gré. Et la seule différence avec les représentations moldues est l'animation voulue par le peintre ou le dessinateur dans les limites de son imagination. Notre ami M. Beagle, ici présent, le représente parfaitement, continua Jackson, avec un geste de la main en direction du clown. Fort heureusement, M. Beagle n'existe pas dans la réalité. Il n'a d'existence que dans le cerveau de celui qui l'a créé. À l'annonce de son nom, le clown s'était animé. Il sautillait dans son cadre, agitant les doigts de sa main droite, gantée de blanc, tout en faisant de la gauche de grands moulinets de sa canne. La petite tête du clown sur le pommeau tirait la langue et louchait.
Jackson regarda un moment ces pitreries d'un œil noir, puis il soupira et se remit à déambuler. La seconde forme de l'art magique est bien plus précise, poursuivit-il. Elle nécessite des sortilèges avancés et une peinture mêlée à une potion spéciale pour représenter un individu ou une créature vivante. Le nom technomantique de cet art spécifique est Imago Aeta Speculum, ce qui signifie « Quelqu'un peut-il me donner la réponse ?» Quand Petra leva la main, Jackson eut un hochement de tête pour l'autoriser à parler. « Je pense qu'il s'agit d'une sorte de reflet magique, professeur. » Jackson étudia un moment la réponse. « C'est en partie vrai, Miss Morgenstern. Et votre effort rapportera 5 points à Gryffondor. En réalité, la définition exacte de ces termes latins est peinture magique qui capture un reflet vivant de l'individu représenté, mais dans la limitation de son aetas, ce qui signifie sa durée de vie. En clair, le portrait ne contient nullement l'essence vivante du sujet, mais simplement le reflet de ses caractéristiques, à la fois intellectuelles et émotionnelles. De ce fait, le portrait ne peut plus rien apprendre, ni progresser au-delà de l'époque de la mort de son sujet. Par contre, il reflète exactement la personnalité du sujet représentée au cours de sa vie. Ainsi, nous avons l'exemple de M. Cornelius Pissenlit. Jackson indiquait maintenant le sorcier mince et chauve du premier portrait. En se retrouvant le centre de l'attention, Pissenlit grimaça légèrement. Jaloux d'avoir perdu la vedette, M. Beagle s'agita de plus belle dans son cadre. « Monsieur Pissenlit, quand êtes-vous mort ?» demanda Jackson en passant devant la peinture, avant de recommencer un tour complet de la salle de classe. « Le 20 septembre 1945. J'avais 67 ans et 3 mois. En arrondissant, bien entendu. » Et quelle était, comme si ce n'était pas évident, votre profession ? J'ai été durant 32 ans intendant et comptable à l'école Poudlard, répondit le portrait avec un petit reniflement gêné. Jackson se retourna pour regarder la peinture. Et maintenant, que faites-vous ? Pardon ? Répondit le portrait en clignant nerveusement des yeux. Avec tout le temps libre que vous avez à présent, que faites-vous ? Insista Jackson. De nombreuses années sont écoulées depuis 1945. Quelles sont vos occupations, monsieur Pissenlit ? Avez-vous trouvé un nouveau hobby ? Pissenlit se mordit les lèvres, à la fois intrigué et surpris par la question. Un hobby ? J'ai toujours aimé les chiffres. Aussi, je m'occupe en repensant à mon travail. C'est ce que je faisais autrefois, du moins, quand je ne remplissais pas mes livres. Je réfléchis au budget, aux résultats. Je cherche à les revoir dans ma tête. Jackson fixait toujours le portrait. Vous pensez toujours à vos budgets, et vous continuez à évoquer vos livres comptables tels qu'ils étaient en 1945 ? Pissenlit jetait des coups d'œil affolés à droite et à gauche dans la classe, comme s'il était traqué, et même acculé, d'une certaine façon. Oui, c'est ce que je fais. Vous comprenez, c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne vois aucune raison de changer. Je suis comptable, vous savez. Du moins, j'étais comptable, et intendant aussi. Je vous remercie, monsieur Pissenlit. Votre témoignage a parfaitement illustré mon propos, dit Jackson, avant de se remettre à marcher. Je suis à votre service, répondit Pissenlit, un peu sèchement. À nouveau, Jackson s'adressa aux élèves. Le portrait de M. Pissenlit, comme certains d'entre vous le savez peut-être, est normalement accroché dans le couloir qui mène au bureau de la directrice, avec ceux des autres membres du personnel de l'école au cours des années. J'ai cependant eu l'occasion de mettre la main sur un autre portrait de M. Pissenlit, qui se trouve d'ordinaire sur le mur de sa maison de famille. Ce portrait est le dernier, comme vous pouvez le constater, de ma série présentée ici. Monsieur Pissenlit, s'il vous plaît, appela Jackson devant les portraits vides au milieu de la rangée. Pissenlit leva les sourcils. Pardon ? Ah, oui, bien sûr. Il se redressa, brossa sur sa robe bien nette quelques poussières inexistantes, puis s'approcha prudemment du bord de son tableau. Durant quelques secondes, les 2 cadres furent vides, puis Pissenlit réapparut sur le portrait du centre. Il portait des vêtements légèrement différents, et lorsqu'il s'assit dans le salon, il se mit de profil en présentant son nez proéminent. « Encore merci, monsieur Pissenlit, » dit Jackson, qui s'appuya contre son bureau et croisa les bras. «
Même s'il existe quelques exceptions, un portrait ne s'anime en principe qu'à la mort de son sujet. La technomancie ne peut encore expliquer complètement la raison de cette restriction. Mais ça semble répondre à la loi naturelle de la conservation des personnalités. En d'autres mots, l'univers, pris dans le sens cosmique, ne peut supporter qu'un seul monsieur Cornelius Pissenlit à la fois. Quand la classe répondit par un rire étouffé, Pissenlit fronça légèrement les sourcils. Puis, Jackson continua. Un autre facteur intéressant qui entre en jeu à la mort du sujet est l'interaction entre ces divers portraits. S'il existe plusieurs peintures magiques du même sujet, elles se connectent, ce qui permet au sujet de se déplacer entre ces différentes représentations. Par exemple, Monsieur Pissenlit peut, à son gré, venir nous rendre visite à Poudlard et ensuite rentrer chez lui dans son autre portrait. James peinait à suivre le rythme rapide du professeur Jackson et à noter tous ses commentaires, mais il savait que Jackson avait le don, durant ses contrôles, de poser les questions les plus inattendues sur les détails les plus mineurs. En fait, il avait du mal à se concentrer, parce qu'il ne cessait de penser au portrait de Severus Rogue. Il se risqua à lever la main. Jackson le repéra immédiatement et releva légèrement les sourcils. « Une question, monsieur Potter. »« Oui, professeur. Est-il possible à un portrait de quitter son cadre ? Peut-il, par exemple, pénétrer dans celui d'autrui ?» Les sourcils toujours levés, Jackson étudia James un moment. « Excellente question, monsieur Potter. Nous allons immédiatement en faire l'expérience. »« Monsieur Pissenlit, puis-je à nouveau abuser de votre temps ?» Dans son portrait familial, Pissenlit essayait de garder la pose et d'afficher un air songeur, le regard lointain. Il jeta un coup d'œil de côté, en direction de Jackson. « Je suppose que oui. Comment puis-je vous aider ?»« Avez-vous remarqué la peinture plutôt horrible de M. Beagle dans le cadre près de vous ?» En entendant prononcer son nom, M. Beagle fit semblant d'être choqué et intimidé. Il se couvrit la bouche d'une main en battant vite des paupières. La petite tête du clown au bout de la canne ricana et fit des bruits obscènes avec la bouche. « Oui, » répondit Pissenlit. « Je la vois. Pourriez-vous tenter juste un moment de pénétrer dans ce cadre, s'il vous plaît ?» Cette fois, Pissenlit se tourna franchement vers Jackson, ses yeux vitreux tout écarquillés derrière ses grandes lunettes. « Même si c'était possible, ce qui n'est pas le cas. Je ne pourrais endurer une telle compagnie, je suis désolé. » Jackson eut un hochement de tête qui exprimait son approbation. « Je vous remercie. Bien entendu, je vous comprends, monsieur Pissenlit. Voyez-vous, bien qu'une magie bien plus poussée soit nécessaire pour créer une imago aeta speculum, elle ne suffit pas à autoriser le sujet d'un portrait à entrer dans une œuvre d'imagination. Ce serait en quelque sorte comme si vous tentiez de pénétrer de force dans un dessin accroché à une porte. Vous le voyez, mais vous ne pouvez pas y entrer. Par contre... Monsieur Beagle ?» Le clown fit un bond comique et exprima son enthousiasme en entendant une fois de plus son nom. Puis, il regarda Jackson, affichant une expression attentive et caricaturale. Le professeur indiqua de la main le cadre central près de celui du pitre. « Monsieur Beagle, pourriez-vous rendre visite à monsieur Pissenlit dans son portrait ?» Cornelius Pissenlit parut d'abord outré de la suggestion, puis horrifié en voyant le clown bondir de son cadre et pénétrer dans le sien. Il atterrit derrière le fauteuil de Pissenlit. Lorsqu'il s'y accrocha pour retrouver son équilibre, il faillit renverser le vieux sorcier. Bien que Pissenlit bredouille de fureur, le clown se pencha sur lui, la tête posée sur son épaule gauche, sa canne pointée du côté droit. Le pommeau tirait la langue en direction de l'oreille du vieillard. « Professeur Jackson !» s'exclama Pissenlit. Sa voix, qui avait monté d'une octave, tremblait tant qu'elle en devenait presque inaudible. « J'insiste réellement pour que vous ôtiez ce cauchemar ambulant de mon portrait. » Tous les élèves éclatèrent de rire quand le clown sauta par-dessus le siège du sorcier pour atterrir sur ses genoux, les deux bras autour de son cou maigre, et le pommeau de la canne continuait ses pitreries. « Monsieur Beagle !» tonna Jackson. « En voilà assez, retournez immédiatement dans votre cadre. » De toute évidence, le clown n'avait pas envie d'obéir. Il quitta les genoux de Pissenlit et se cacha derrière son siège. Puis, il jeta un coup d'œil de derrière l'épaule du sorcier. Pissenlit se retourna et le repoussa d'un geste de la main, comme s'il s'agissait d'une araignée, dont le contact lui répugnait, mais qu'il souhaitait néanmoins tuer.
Jackson sortit de sa manche sa baguette et la pointa en direction du cadre vide d'où le clown s'était échappé. « Monsieur Biggles ? Monsieur Beagle, dois-je détruire tout ce qui vous appartient ? Vous finirez bien par revenir, et vous trouverez votre fauteuil couvert de ronces japonaises. » Malgré son épais maquillage, la grimace du clown fut visible. Il se releva et, boudeur, quitta le portrait de Pissenlit pour retourner dans le sien. « C'est donc une règle simple, » dit Jackson face à la classe, tandis que le clown lui jetait un regard particulièrement venimeux. « Une œuvre imaginaire peut pénétrer dans le cadre d'une personne réelle, mais pas le contraire. Les portraits sont confinés dans leur environnement, tandis que les sujets imaginaires peuvent passer dans ceux qui les jouxtent. Ceci répond-il à votre question, monsieur Potter ? » « Oui, professeur, » répondit James, avant d'insister. « Une chose encore, un portrait peut-il apparaître dans plusieurs cadres à la fois ?» Jackson réussit à la fois à sourire à James, tout en fronçant les sourcils. « De toute évidence, votre intérêt sur le sujet est sans limite. Oui, il est possible à un sujet d'apparaître sur plusieurs portraits. Mais c'est rare. Seuls les très grands sorciers, dont les peintures sont nombreuses, semblent développer une sorte de multiplication des personnalités, ce qui leur permet d'apparaître dans plusieurs cadres. Bien entendu, comme vous pouvez le deviner, c'est le cas de votre Albus Dumbledore. Mais il est extrêmement difficile de mesurer ce phénomène, qui dépend entièrement des talents magiques du sorcier ou de la sorcière représentée. Est-ce tout pour cette fois, monsieur Potter ? Professeur Jackson ? Demanda une autre voix. James se retourna et vit la main levée de Philia Goyle, assise au fond de la classe. « Oui, Miss Goyle, » répondit Jackson avec un soupir. « Si je comprends bien, le portrait a les mêmes dons que le sujet qu'il représente, c'est ça ? » C'est l'évidence même, Miss Goyle. Le portrait représente la personnalité, la connaissance et les expériences du sujet, ni plus ni moins. « Dans ce cas, un portrait ne rend-il pas son sujet immortel ? » demanda Philia, et son visage, comme toujours, restait figé et impassible. « Je crains, Miss Goyle, que vous ne confondiez l'apparence et la réalité, » répondit le professeur en fixant attentivement la Serpentard. « Et dans le monde magique, c'est une erreur dangereuse. Très souvent, la magie, ou même la vie en général, se contente d'illusions. En technomancie, notre plus important postulat est précisément de séparer l'illusion de la réalité. Et mes cours visent à vous enseigner cette pratique. Un portrait n'est que la représentation d'un être disparu. Il n'est pas plus vivant que votre ombre lorsqu'elle s'affiche sur le sol. Ce n'est en aucun cas une façon de rendre immortel un défunt, ni même de prolonger sa vie. Malgré les apparences, le portrait d'un sorcier n'est que de la peinture posée sur une toile. » Après avoir fini son discours, Jackson se retourna vers le tableau de M. Beagle. D'un geste rapide de la main, il pointa sa baguette, sans même réellement le regarder. Il y eut un éclair, et un liquide jaune pâle jaillit de la baguette pour éclabousser la toile. Instantanément, le tableau commença à se dissoudre. M. Beagle cessa de gesticuler, son image se brouilla, puis dégoulina hors de la toile. L'odeur immanquable de la térébenthine monta dans la classe. Tous les élèves se taisaient. D'un pas lent, Jackson revint jusqu'à son bureau. « Quand j'étais plus jeune, » expliqua-t-il en regardant l'extrémité de sa baguette, « je me suis une fois ou deux essayé à peindre, pour mon plaisir. Monsieur Beagle, aussi horrible soit-il, était ma plus belle réussite. Je vous laisse libre d'imaginer dans quelles circonstances j'ai été poussé à créer un être pareil. Moi-même, je l'ai oublié. D'ailleurs, j'avais aussi oublié Monsieur Beagle, avant de le retrouver au fond de ma malle de voyage, au moment de préparer mes bagages pour Poudlard. Je l'ai emporté en me disant qu'il ferait une bonne illustration de mon cours. Une telle fin est appropriée. » Il regarda le mélange coloré qui avait dégoutté de la toile jusqu'au sol. Puis il se rassit à son bureau et posa soigneusement sa baguette devant lui. « Et maintenant, quelle vérité technomantique peut-on déduire de ce que je viens de dire ?» Au début, personne ne bougea. Puis, une main se leva lentement. « Oui, monsieur Murdoch », acquiesça Jackson. Murdoch dut s'éclaircir la voix. « Ne pas essayer de peindre quand on est destiné à devenir professeur de technomancie ? » « Eh bien, ce n'est pas faux, » admit Jackson, « mais ce n'est pas réellement ce que j'avais en tête. Non, la vérité que je tenais à illustrer,
c'est qu'un tableau magique, qu'il s'agisse d'un portrait ou autre, reste de la peinture sur une toile. Le regard pénétrant de Jackson scruta tous les élèves, puis se fixa sur James. Rien de plus, rien de moins. Même si la toile est tailladée, le cadre détruit, les clous arrachés, la peinture subsistera. Elle continuera à représenter le sujet, quoi qu'il arrive, même en pièces détachées. Il n'y a que l'artiste originel qui puisse détruire cette connexion. Et lorsqu'il le fait, c'est un acte définitif. À la fin du cours, James ne put s'empêcher de s'arrêter un moment devant ce qui restait de M. Beagle. Le visage du clown n'était plus qu'une tache grisâtre au centre de la toile. Des gouttes de peinture épaisse coulaient encore sous le cadre, s'accumulant dans le bac à craie, avant de tomber sur le sol dans un mélange sinistre de blanc et de rouge. Il eut un frisson, puis il quitta la pièce. James était certain qu'il ne regarderait jamais plus une peinture magique de la même manière. En avançant dans les couloirs jusqu'à son cours suivant, il remarqua un grand tableau où plusieurs sorciers étaient agglutinés autour d'un ancien globe terrestre. Curieusement, James réalisa que l'un d'eux, un homme sévère, avec une énorme moustache et des lunettes épaisses, le regardait fixement. Il s'arrêta et se pencha pour étudier le tableau, de plus près. Les yeux du sorcier devinrent plus durs, son regard plus perçant. « Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, » dit James tranquillement. « Je ne sais pas dessiner. C'est plutôt Zane qui est doué pour ça. » Le sorcier peint eut une moue dédaigneuse, comme si James n'avait rien compris à la situation. Il émit un grommellement étouffé, puis agita la main vers le bout du couloir comme pour dire « Partez, vous ne m'intéressez pas ». Quand il continua son chemin vers la classe de sortilège, il pensait toujours à ce sorcier moustachu. Il lui rappelait quelqu'un, mais il n'arrivait pas à trouver qui. Quelques minutes plus tard, en entrant dans la classe du professeur Flitwick, James avait tout oublié de cet étrange personnage au regard perçant.